Moi, j'envisage toujours les choses, effectivement, comme une anthropologue, effectivement, et je constate qu'aujourd'hui, on a une pluralité de points de vue, et quand je dis aujourd'hui, je veux dire aujourd'hui, dans la journée d'aujourd'hui, mais aujourd'hui aussi dans la société actuelle, une pluralité de points de vue sur le développement technologique en général, mais que souvent, les questions qui se posent sont des questions qui se posent en aval de l'objet technologique, hein. Il y a eu une tradition il y a quelques années de sociologie dite des usages qui considérait que l'objet technique a tendance parfois, même souvent, à échapper à la logique qu'ont voulu les concepteurs et qui donc se focalisait complètement sur l'usage que les utilisateurs faisaient de l'objet technique. Je pense que pour les anthropologues, c'est important de remonter en amont et d'interroger justement la volonté des concepteurs, d'interroger ce monde implicite qui se trouve en amont de la production de l'objet technique, en partant de l'idée que l'objet technique est une concrétisation d'une vision du monde à un moment. Alors, bien sûr, il ne faut pas minimiser toutes les conséquences, en l'occurrence, que le transhumanisme peut avoir aussi bien pour l'individu que pour la société, mais aussi pour l'humanité comme espèce. Est-ce qu'il y a un point de rupture à partir duquel, à l'échelle de l'évolution, on cesserait d'être humain? C'est clair que c'est des questions importantes, mais c'est vrai qu'en 15 minutes, comme l'ont déjà souligné plusieurs personnes, il faut faire des choix. Et donc, moi, je vais essayer quand même de me situer sur ce système de valeurs qui est en amont du transhumanisme. Et je suis très contente parce que Frédéric Lemarchand et Christian Bick ont tracé une histoire très longue. Et moi, je vais juste m'arrêter aux 20 dernières années. Donc, on va prendre des échelles temporelles différentes que j'espère complémentaires. Donc interroger, alors c'est un peu l'œuf et la poule, hein, finalement. On a une société qui produit du transhumanisme, qui modifie la société, donc on ne sait plus très bien. Mais moi, ce que je vais essayer de vous dire, c'est que pour moi, l'enjeu du transhumanisme, avec toutes les conséquences qu'il entraîne, il ne se situe pas dans ce que nous identifions comme étant une médecine améliorative, mais l'enjeu, il est dans la médecine tout court, dans la médecine qu'on identifie tout simplement comme médecine. Donc, dans cette triangulation entre transhumanisme, médecine améliorative et médecine thérapeutique, je vais essayer de vous dire, à partir de mes recherches et de mes observations, comment je me situe. Alors, moi, un point de départ que j'aime beaucoup prendre, c'est les discours des détracteurs du transhumanisme. Parce que souvent, ce sont des discours qui sont assez caricaturaux et on arrive assez facilement à identifier les valeurs qui sont derrière. Alors, il y a souvent des jugements de valeur, hein, totalement implicites, très normatifs, derrière les prises de position, qu'elles aillent dans le sens du transhumanisme ou qu'elles aillent dans le sens de la critique. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que parmi les... Et je crois que je parle trop vite, peut-être. Je vais essayer de ralentir déjà avant qu'on me le dise. Voilà. Ce qui me semble extrêmement intéressant, c'est qu'un argument qui revient souvent dans les discours des détracteurs du transhumanisme, c'est un argument qui consiste à dire que le transhumanisme découle d'un mauvais usage de techniques qui, si elles sont bien utilisées, relèvent du thérapeutique. Il y a donc souvent une opposition qui est faite dans ces discours-là entre une médecine réparatrice et une médecine améliorative. Médecine réparatrice, le terme a été utilisé plusieurs fois aujourd'hui. Je pense qu'il faut rappeler que quand on utilise le terme de médecine réparatrice, que j'utilise aussi, hein, on est dans un univers symbolique qui relève de la machine, hein. On est dans la métaphore machiniste de l'humain. Et ça, si j'arrive jusqu'au bout de ce que j'ai prévu de vous dire, je pense que c'est quelque chose qui est très important de prendre en compte. Toujours est-il qu'en d'autres termes, dans les discours qui critiquent le transhumanisme, ce sont des usages qui sont considérés comme mauvais par une personne lambda qui à un moment s'exprime et qui pose la question des limites, qui met sa propre limite en vertu de sa propre définition de l'humain qui est implicite. Donc, il y a des discours très caricaturaux, mais de manière plus générale, chacun d'entre nous a une idée implicite de ce qui est bon. Et en général, dans le discours qui nous occupe aujourd'hui, c'est la notion de thérapeutique qui est considérée comme le bon usage. On a un peu tous tendance à considérer que s'il y a un usage thérapeutique pour une technologie, c'est bien. Et ça, on ne va pas l'interroger.
On va se focaliser généralement sur tout ce qu'on considère comme des dérives, des mauvais usages, qui encore une fois sont relatifs à des prises de position qui peuvent être personnelles, qui peuvent relever de croyances religieuses, qui peuvent relever de croyances politiques. Et moi, ce qui m'intéresse à ce stade, c'est d'interroger les bons usages, ceux qu'on n'interroge pas, justement ceux thérapeutiques qu'on n'interroge pas, parce que interroger ces bons usages, c'est interroger les valeurs profondes de notre société. Alors, ça me conduit, au fond, à... Enfin, je disais tout à l'heure que l'enjeu du transhumanisme, pour moi, il est dans la médecine tout court et pas dans la médecine améliorative. C'est pas dans le sens de relativiser l'opposition entre les deux, c'est dans le sens de dire que finalement, la limite entre les deux, elle est certes ténue, mais elle est surtout mouvante. Elle est en continuelle évolution. Alors, la notion de thérapeutique, bah, c'est cette notion qui, à mon avis, doit faire l'objet d'une réflexion, en particulier dans la mesure où, dans notre société, la liste de ce qui est considéré comme pathologique, bah, elle tend à continuellement s'allonger. Et c'est ça que j'appelle une limite mouvante de la médecine tout court. La notion de thérapeutique, elle recouvre des champs toujours plus larges, au moins dans les systèmes de santé occidentaux. Et on a tendance, on a parlé aussi de pathologisation du social, enfin, il y a toute une série de comportements qui, petit à petit, ces dernières années, ont commencé à être considérés comme pathologiques. En outre, si on regarde ce qui se passe, l'évolution de nouveau de certaines médecines thérapeutiques, on voit qu'il y a de plus en plus de patients, je mets des gros guillemets à patients, qui sont en bonne santé, en tout cas à première vue, et qui sont quand même pris en charge par le système médical. La médecine personnalisée, quelqu'un a évoqué Angelina Jolie ce matin, mais aussi la médecine anti-âge. J'ai beaucoup aimé entendre ce matin 2 points de vue différents quant à savoir si le vieillissement est une maladie ou pas. Alors, moi, je vais me concentrer un peu sur cet exemple de la médecine anti-âge. Je vais partager mon écran avec vous pour vous montrer quelques images. Partager l'écran. Est-ce que vous avez mon écran? Ah oui, il faut que je mette le diaporama en route. Oh là là, mais on perd du temps avec la technique, il n'y a rien à faire. Hein. Voilà, donc la médecine anti-âge, il y a quand même une académie américaine de médecine anti-âge qui comprend plus de 26 000 membres. Hein, ça nous donne quand même une idée du nombre de médecins qui se reconnaissent dans ce type de médecine. Alors, j'aime beaucoup cette page tirée d'une des nombreuses revues qu'on trouve, il y a beaucoup de documentation en ce moment sur la question de la médecine anti-âge, et je trouve qu'à elle seule, elle résume tout le glissement de notre médecine. La recherche fait depuis quelques années des progrès étonnants dans la compréhension des maladies liées au vieillissement. Donc, on parle de pathologies qui découlent du grand âge. Mais quand vous arrivez à la fin du paragraphe, vous voyez, le journal de la médecine anti-âge est en sésame pour découvrir et comprendre toutes les nouvelles thérapies et solutions naturelles anti-vieillissement. Je trouve que tout est dit. On passe d'une médecine qui soignait les maladies liées au vieillissement à une médecine qui soigne le vieillissement comme étant lui-même considéré comme une maladie. Je ne sais pas si vous êtes familier avec l'entreprise Calico. Donc, Calico qui a été créée en 2013 par Google. Là, l'idée de la métaphore de la machine, avec la machine, commence déjà à prendre son sens. Hein. Donc, on a Google active, entreprise active dans les nouvelles technologies de l'information, qui à un moment utilise l'argent gagné pour ouvrir une autre entreprise, celle-ci destinée à lutter contre l'âge. Donc, on voit que ces machines auxquelles on est en train, intelligence artificielle et autres, auxquelles on est en train de déléguer des compétences humaines, se développent en parallèle avec cette tendance à vouloir lutter contre la mort et lui prolonger la vie.
Aubrey de Grey, biogérontologue anglais, qui a dit il y a déjà quelques années que le premier être humain qui vivrait 1000 ans était déjà né. C'est des exemples que je prends comme ça parce qu'on a très peu de temps, mais moi je déduis de tout ça que les transhumanistes qui souhaitent augmenter leur longévité au point d'atteindre une forme d'immortalité, ils ne constituent pas du tout un groupe marginal qui va à l'encontre des valeurs de notre société, comme souvent les détracteurs le disent, mais au contraire, ils montrent juste avec une petite longueur d'avance la direction qui est prise par notre société. Nous sommes en train de lutter contre une imperfection de base que nous partageons tous, qui est notre finitude. Donc, et là, je vais dans le sens de choses qui ont déjà été dites, mais pour moi, le transhumanisme, à ce stade, c'est l'aboutissement logique de sociétés qui sont orientées sur la maîtrise du vivant. Et tout cela est guidé par une représentation de l'humain qui est considéré comme un être défaillant, dont la technique vient pallier les défauts pour en augmenter les performances. Et ça va très vite. Et c'est là que je voulais juste, je disais, une échelle temporelle de 20 ans, très rapidement. Le NBIC, Frédéric Lemarchand a évoqué les technologies NBIC. Donc, rapport publié en 2002 aux États-Unis. À ma connaissance, c'est le premier rapport scientifique, politique, parce qu'il est scientifique et politique et économique, dans la mesure où il émane de l'agence américaine en charge de donner les financements pour les recherches. Et donc, en 2002, l'agence, la NSF, titre, ou surtitre plutôt, Converging Technologies for Improving Human Performance. Et on a affaire à un rapport de 500 pages qui explique pourquoi, maintenant, on va financer aux États-Unis, dans les années qui viennent, des recherches pour augmenter la performance de l'humain. Donc, en termes d'accélération, je dirais, de développement de ce type de technologie, il est clair que dès le moment où des financements de recherche sont proposés, des laboratoires qui peut-être n'avaient pas jusque-là pensé à avancer dans le sens de l'augmentation de l'humain, se retrouvent à essayer de demander des financements pour aller dans ce sens. Et il est clairement affirmé que l'humain est devenu le maillon faible, aussi bien d'un point de vue physique que cognitif. De nouveau, la métaphore de la machine intervient parce que dans leur idée, c'est à prendre à la lettre le maillon faible. C'est donc l'idée qu'il y a des chaînes, que la société est faite de chaînes, de maillons qui jusqu'à récemment étaient des maillons humains et que petit à petit des maillons sont devenus des maillons machines et qu'on en arrive à un point où le maillon faible, c'est devenu l'humain, d'où la nécessité d'augmenter les performances de l'humain. Alors ce rapport américain, il va être suivi par un rapport européen, puis par d'autres rapports dans certains pays. Maintenant, très rapidement, Frédéric Lemarchand a aussi évoqué rapidement Kevin Warwick tout à l'heure. Donc Kevin Warwick qui a été le premier être humain à s'être fait implanter une puce informatique dans un but non thérapeutique. J'ai effectué un long terrain de recherche dans son laboratoire il y a déjà pas mal d'années, parce qu'il était à l'époque, donc au début des années 2000, le seul à assumer l'idée de fusionner avec la machine pour augmenter les performances, et son affirmation consistait à dire que l'humain était obsolète et que donc les machines, de nouveau, étant sur le point de nous dépasser, il fallait selon lui fusionner avec elles. Donc nous sommes au début des années 2000. Ces recherches qui visaient à faire du brain-to-machine communication, donc à, comme sur l'image de gauche, contrôler un environnement technologique directement par la pensée, ou alors à développer du brain-to-brain communication. Et sur l'image de droite, vous le voyez avec son épouse, il est équipé d'un implant, elle est équipée d'une électrode, et ils échangent des signaux. Toutes ces expériences-là ont été vertement critiquées au début des années 2000. Autre exemple, 1998, exemple que je trouve encore plus révélateur, il s'est fait implanter en sous-cutané, donc vraiment juste sous la peau, un petit implant qui lui servait de contrôle d'accès à son bureau. Là aussi, il a été critiqué, à ma connaissance, par tout le monde. Dans les médias, les autres ingénieurs, tout le monde disait à quel point c'était ridicule que de vouloir un implant pour une carte d'accès, alors qu'une carte d'accès est tellement simple à utiliser. Nous sommes en 1998. En 2004,
La même application a été utilisée pour les clients VIP dans certains nightclubs et on a rajouté une option de porte-monnaie électronique. Ce que vous voyez là, c'est quelqu'un qui paye une consommation. Donc, ça veut dire qu'en 6 ans, une technologie qui était considérée comme inacceptable, qui avait reçu un mauvais accueil, il lui a fallu juste 6 ans pour devenir acceptable et qu'on lui rajoute une fonctionnalité. Et quelqu'un ce matin évoquait la Suède. Voilà, on est quelques années plus tard et ces choses-là sont en train de se banaliser. Donc l'inacceptable petit à petit devient acceptable, puis il devient souhaitable, puis il devient indispensable et pour finir, ça devient un problème de santé que de ne pas l'avoir. Je ne sais pas où j'en suis avec le temps, mais je vais conclure très rapidement. Autre exemple qui va dans ce sens, ça c'est un exemple de la DARPA. La DARPA, donc l'agence américaine pour les affaires militaires, travaille actuellement à un œil qui pourrait zoomer, partant de l'idée que le pilote de ligne doit pouvoir voir son tableau de bord de manière nette, mais il doit aussi pouvoir voir au sol. Or, la seule manière, c'est d'avoir un œil qui zoome. On peut faire l'hypothèse que si cette technologie devient opérationnelle, elle quitte les laboratoires de la DARPA et que tôt ou tard, toutes les personnes qui n'auront pas un œil qui zoome soient considérées comme handicapées. Parce que la question du progrès a été évoquée dans une des conférences précédentes, parce qu'il y a cette espèce de certitude dans nos sociétés que quand quelque chose peut se faire, il doit se faire. Et donc, ça veut dire qu'on réinvente continuellement des handicaps, on redéfinit ce qu'est la normalité. Et c'est pour ça que je dis que le problème, pour moi, il est dans une limite qui est en constante évolution parce que les technologies qui sont considérées comme amélioratives aujourd'hui seront considérées comme thérapeutiques demain. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est sur le thérapeutique qu'il faut réfléchir et voir quelle est la direction qui est prise. Et alors, pour terminer, j'aurais voulu simplement, je dirais, retourner la médaille parce que c'est une médaille à deux revers. On a d'un côté cet humain considéré comme imparfait qui n'attendait que la grâce des sciences et des technologies pour s'améliorer. Et ça, c'est en miroir avec des machines, que ce sont les mêmes qui développent. Kevin Warwick, il avait 2 parties dans son laboratoire. Une partie dans laquelle il développait des robots, et ensuite c'est parce qu'il développait des robots très sophistiqués qu'il disait maintenant il faut fusionner avec la